Attendez de voir la performance avant d'applaudir. Euh, bon. Bonjour tout le monde. Bon, c'est pratique, vous êtes à contre-jour, je vois pas vos visages si la performance n'est pas au niveau des attentes justement. Écoutez, la présentation que je vais vous faire ce matin va bien prolonger, je pense, les échanges qui ont commencé, qui ont débuté juste lors du panel qui précède. Mon collègue Pierre-Olivier m'avait invité aujourd'hui à vous présenter le concept de motel agricole, mais dans une optique qui est un petit peu de voir comment ça se compare et ça se... Ah ben, non, c'était correct, le contre-jour, ils sont en train de fermer c'est bon comme ça. Dans une perspective de voir comment ça se complète et ça se compare avec les incubateurs d'entreprises agricoles. Vous voyez le titre de cette présentation qui peut remporter le titre de la plus longue de la journée, je pense. Donc, émergence d'un autre dispositif de soutien à l'établissement, les motels agricoles, distinction et complémentarité par rapport aux incubateurs d'entreprises agricoles. Cette présentation, elle s'inscrit un petit peu dans un projet de recherche qu'on mène au CISA et que je dirige, qui vise à faire notamment le portrait des motels agricoles au Québec, des motels agricoles en activité, les motels agricoles ainsi que leurs utilisateurs et utilisatrices. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'assister ou de revisionner le webinaire qu'on a donné dans le cadre de ce projet-là au mois de décembre dernier. Si vous l'avez visionné, vous risquez d'avoir un petit peu des redites. Donc l'objectif ici, c'est de faire une présentation plus sommaire et que si ça vous intéresse vraiment, allez visionner ce webinaire où on rentre plus en détail sur le sujet. Donc là, je vais vous présenter un petit peu brièvement la définition qu'on propose de motel agricole, définition qui a été créée dans le cadre de ce projet-là et qui a été validée par notre comité de pilotage qui regroupe des porteurs et des porteuses de motels agricoles en activité. Ensuite, vous présenter rapidement quelles sont les offres de services des motels agricoles qu'on rencontre, donc ce qui permettra d'avoir une meilleure idée de ce que c'est concrètement. Un bref aussi portrait des utilisateurs de motels agricoles. Et ensuite, observer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la gouvernance avec la présentation de deux modèles théoriques, entre guillemets, puisqu'ils se retrouvent rarement tels quels dans la nature, mais c'était intéressant d'en faire une petite construction théorique pour voir comment on peut retrouver deux modèles de gouvernance sur les motels. Puis enfin, entrer dans la discussion des motels agricoles et les incubateurs, comment est-ce que ça peut se distinguer, mais comment ça peut donc se compléter. Puis après ça, on aimerait ouvrir une période de discussion avec ça et d'échange. Puis je pense que il y a déjà des éléments qui ont été abordés précédemment, donc je pense que c'est à propos de le faire pour finir la matinée. Avant de vous définir est-ce que vous m'entendez si je parle à distance comme ça? Ouais. Avant de définir les motels en tant que tels, vous voyez un petit peu la répartition des motels qu'on a documentés dans le cadre de notre projet. Je le dis bien, c'est des motels qui étaient en activité au démarrage du projet, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, un peu plus d'un an. Donc on voit que c'est réparti un petit peu partout au Québec, du moins du côté sud du Québec et vers l'est jusqu'en Gaspésie. Depuis, il y a beaucoup de projets, d'initiatives de motels agricoles qui émergent, que ce soit qui commence à y avoir déjà de l'activité ou que ce soit en idéation dans la tête de personnes individuelles ou de collectifs. Donc on sent que c'est vraiment un modèle qui suscite l'intérêt et nous-mêmes, on se fait souvent solliciter par des personnes qui veulent en savoir plus sur le sujet. Donc on sent qu'il y a une certaine effervescence à ce niveau. Donc la définition de motel agricole, vous voyez à droite, c'est la définition, on a fait une capture d'écran de notre définition longue à laquelle vous pouvez accéder sur le site du CISA. La version courte, on la définit comme suit. On dit qu'un motel agricole, c'est une organisation dont la forme juridique peut varier, on y reviendra, qui a pour mission de réunir sur un même site plusieurs entreprises agricoles locataires ou différents volets commerciaux autonomes d'une même entreprise d'économie sociale, en mettant à leur disposition des infrastructures ou de l'équipement de production partagée dans le but de faciliter l'établissement agricole et agroalimentaire. Donc on voit déjà la parenté avec les incubateurs, mais on y reviendra plus loin, ça se restreint quand même à l'offre de services sans l'accompagnement.
Donc si on approfondit un petit peu cette définition, on en distingue 3 composantes. La première c'est sur l'offre de service. Les motels agricoles vont offrir une variété d'infrastructures et d'équipements qui vont répondre aux besoins de leurs entreprises utilisatrices locataires, que ce soit des terres agricoles, des bâtiments de production ou des services mutualisés. La seconde composante sur laquelle on s'intéresse quand on définit les motels agricoles, ce sont les utilisateurs et utilisatrices. Donc les motels vont héberger des entreprises autonomes ou des volets commerciaux quasi autonomes, on y reviendra un peu plus loin. Ce qui est intéressant de noter, qui déjà distingue des incubateurs, c'est qu'il n'y a pas de durée de location imposée. Donc vraiment, c'est déjà une première grosse distinction. Et enfin, sur le plan de la gouvernance, dans notre définition, on estime qu'il est nécessaire qu'il y ait une entité formelle qui vienne gérer la gouvernance du motel pour que ça en soit un. Puis cette entité-là peut être de formes diverses. OSBL, une coopérative, même un projet municipal. Et cette gouvernance-là, on va le voir, peut être plus ou moins horizontale selon les cas. Donc si on commence à s'intéresser à l'offre de service, d'une part, elle vise vraiment à être adaptée aux besoins des locataires et aux caractéristiques du site. Un autre aspect important, c'est l'aspect des coûts qui doivent être bas pour les motels. C'est vraiment un objectif d'offrir un service à très bas coût et généralement à prix coûtant, que ce soit plus ou moins directement intégré dans le loyer. Mais ce qui est important, c'est que l'accès à toute cette offre de service-là se fait à un prix le plus bas possible pour favoriser l'établissement. Et cette offre de service-là va être gérée par le motel en bonne partie. Donc on le voyait, il faut qu'il y ait une entité qui soit là pour gérer et administrer le motel, mais elle peut aussi, et c'est souvent ces deux volets qui se cumulent, elle peut être aussi autogérée par les locataires, c'est-à-dire entre eux. Puis là, on retrouve ce qui a été évoqué précédemment dans le panel avec le motel en mettant ensemble des entreprises qui se ressemblent à bien des égards. Ça va stimuler et susciter une forme de synergie entre les entreprises qui vont pouvoir mettre en place et développer des collaborations diverses. Donc si on entre dans le détail, je passerai vite là-dessus. L'offre de service en détail, ça va regrouper de la machinerie, des équipements. Souvent, on va retrouver un tracteur qui va avoir les différents équipements qui peuvent être attelés. Évidemment, il y a une terre d'abord, je ne l'ai pas mis en premier, mais il y a l'accès à une terre en premier lieu. Sur cette terre, il peut y avoir des infrastructures ou des aménagements plus ou moins élaborés. On va retrouver des chambres froides, des salles de semis, serres, espaces de rangement, des bassins, systèmes d'irrigation, etc., etc. Au sein des motels, il faut aussi savoir que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, entre guillemets, mais ça a aussi un effet sur les coûts d'accès et de location. Il y a des entreprises qui vont avoir accès à certaines infrastructures auxquelles d'autres n'auront pas accès. Mais évidemment, ça se reflète dans les coûts de location. Dans l'offre de service, on inclut aussi souvent de la main-d'œuvre. Il y a en général une coordination qui est là pour gérer le lieu et faire beaucoup de gestion humaine aussi entre les entreprises qui sont souvent en démarrage. Là, on retrouve une similarité avec les incubateurs. Donc, ça vient avec des tensions aussi d'entreprises qui sont en démarrage et qui sont encore dans une certaine fragilité financière. Il peut y avoir des partages d'employés entre les entreprises. Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure par François. François. Et d'autres types de mutualisation qu'on retrouve au niveau, par exemple, de la mise en marché, qui peut être plus ou moins coordonnée par le motel en lui-même ou qui peut être autonome à l'initiative des entreprises établies. Ça peut aller jusqu'à des sites web transactionnels, par exemple, où on peut aussi retrouver des achats groupés sur des intrants où les entreprises ont un intérêt. Puis je pense qu'à le faire ensemble, puis ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre que c'est la proximité physique entre ces entreprises qui permet ces collaborations-là. Si on parle un peu des frais d'utilisation, combien ça coûte être sur un motel, là c'est très variable. Donc le dénominateur commun, et je le répète, c'est que c'est à bas coût ou au coût le plus bas possible.
C'est-à-dire que nous, ce qu'on a documenté, sont essentiellement des entreprises, des organisations, des OBNL ou des coopératives ou des projets municipaux qui n'ont pas des vocations lucratives. Donc, ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ils sont vraiment là pour faciliter l'établissement et l'activité des entreprises. Le loyer de base, avec les cotisations annuelles, ça va aller jusqu'à un maximum de 1 200 $ par an. Puis ensuite, les coûts vont se décliner selon l'utilisation. Donc, c'est toujours des coûts proportionnels à l'utilisation, des coûts d'énergie, la location des infrastructures à prix coûtant, avec quasiment que couvrir les frais d'énergie associés, en fait, par exemple, à la serre qui serait chauffée, etc. L'utilisation de la machinerie, des équipements, va se faire à forfait, soit par les entreprises elles-mêmes qui louent, les entreprises locataires sur le motel, ou avec un opérateur qui peut être une personne employée par un employé du motel, ou ça peut aussi être des ententes entre le motel et des locataires présents. Typiquement, une personne qui est une entreprise établie sur le site du motel, qui elle est confortable à manœuvrer un tracteur, va être un peu l'opérateur ou l'opératrice à forfait pour le lieu, et va pouvoir avoir un complément de revenu avec ça. Des frais annuels par personne plutôt que par projet selon les modèles, des frais d'adhésion lorsque c'est des formes coopératives sur la forme de part sociale. Un élément qui est intéressant, pour l'instant c'est encore en projet sur un des motels, c'est l'idée éventuellement d'avoir un système de facturation qui serait une ponction sur un pourcentage sur les ventes réalisées par les entreprises, une fois que les entreprises sont assez matures pour pouvoir supporter un tel mode de financement. Donc pour l'instant, à ce qu'on en sait, c'est encore seulement en projet. Puis on a fait un calcul rapide moyen pour une entreprise maraîchère autour de 1 hectare avec les services de base nécessaires pour faire du maraîchage bio-intensif. Ça revient à peu près à des coûts annuels de 10 000 $ d'être sur un motel agricole. Encore dans l'offre de service, c'est plus ou moins lié à l'offre de service, mais il fallait bien le mettre quelque part dans la présentation. Mais en tout cas, disons que c'est intégré à l'offre de service dans le sens où ça peut avoir un impact sur les activités des entreprises établies. Même si elles n'ont pas de visée lucrative en tant que telle, ces organisations-là, ces motels vont porter des activités qui génèrent des revenus, mais qui sont réinvestis directement dans le motel, qui vont prendre différentes formes. Ça peut être la production de petits fruits à mettre en marché localement, l'organisation de tables champêtres, des formations ou des ateliers plus ou moins grand public ou plus ou moins spécifiques au milieu agricole, des activités agrotouristiques diverses. Donc il y a différentes activités. En fait, les motels et leurs porteuses font vraiment preuve d'imagination pour trouver des sources de revenus, pour toujours garder les coûts le plus bas possible, et éventuellement pour soit rembourser les achats, trouver les fonds pour pouvoir payer les obligations qu'ils ont, notamment les obligations communautaires qui ont permis de payer les fonds de terre, ou pour se mettre de l'argent, se créer un fonds pour pouvoir racheter les terres sur lesquelles ils sont éventuellement. Il y a souvent des projets communautaires qui sont intégrés aussi dans ces lieux-là. Donc c'est vraiment, les motels se destinent aux entreprises, à des entreprises agricoles et pas à des projets domestiques ou communautaires. Donc ça, c'est vraiment, selon nous, dans la façon dont on le définit, c'est essentiel que les motels se destinent à des entreprises. Mais on retrouve très souvent de manière connexe des projets communautaires qui sont associés à ça, qui sont plus ou moins présents, plus ou moins forts. Dans certains motels agricoles, c'est un incontournable, c'est au cœur de leur mission. Si on fait un bref portrait des utilisateurs des motels agricoles, commencer peut-être pour le mettre en regard de la superficie des motels agricoles. Les motels qu'on a documentés font de 12,5 en milieu rural, de 12,5 hectares, 12,5 hectares à 80 hectares. Sachant que ce n'est pas 80 hectares de terre cultivable, souvent il y a soit de la friche, soit du boisé. En tout cas, la majorité des parcelles louées va être autour de 0 à 2 hectares, avec quelques exceptions plus grandes, notamment on peut penser à des entreprises qui font de la production de toits végétalisés, qui ont besoin de plus grandes surfaces, mais généralement ce sont des entreprises, des productions sur petite surface. En milieu urbain, les espaces vont être de 150 à 17 000 pieds carrés.
Le graphique à droite vous montre le nombre de locataires versus le nombre de locataires visés. Puis là, ça m'évoque ce que disait Eric, que je vois plus. Oui, il est là-bas, il m'écoute pas. Eric disait, il me semble que les motels sont pas, les incubateurs sont pas, sont loin d'être saturés. Puis nous, ce qu'on voit, c'est que dans la grande majorité des cas, les motels ont seulement la moitié des utilisateurs qu'ils ciblent. Puis là où il y a un enjeu, c'est que souvent, la cible, c'est pour être viable financièrement, pour être juste flush. Donc c'est là où il y a quand même un enjeu là-dessus. Puis je pense que ça mérite d'être discuté, d'être nommé. Il y a beaucoup d'initiatives, mais il n'y a pas beaucoup non plus d'entreprises qui veulent se diriger là. Puis parmi les raisons qu'on a identifiées, c'est qu'il y a encore une grande importance accordée par les entrepreneurs à la propriété privée et que tant que ce paradigme-là n'est pas dépassé, ça va toujours être difficile probablement d'avoir beaucoup d'initiatives de ce genre, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa pertinence parce que les personnes qui sont établies sur les motels agricoles, plusieurs y trouvent vraiment un intérêt. Là, c'est un graphique qui vous montre un petit peu la répartition des types de production sur les motels agricoles. On le présente, mais je dis on parce que c'est un travail d'équipe, vraiment. Je suis avec une équipe sur ce projet-là. On souhaite le présenter, mais en même temps, il est un petit peu biaisé par une surreprésentation des entreprises en agriculture urbaine, par le simple fait que le principal motel agricole urbain a beaucoup d'entreprises, donc ça va de suite avoir un impact sur le total. Mais ce qu'on relève, c'est que il y a une majorité de maraîchage une grande part de maraîchage diversifié sur les motels agricoles qu'on a documentés. En matière de gouvernance des motels agricoles, sur les 8 qu'on a documentés, 4 coopératives de solidarité, 3 OBNL et 1 projet municipal. Et après, on distingue une gouvernance formelle d'une gouvernance qui est, on qualifie de plus informelle, plus organique. Et les deux sont tout le temps cumulés. On retrouve ces deux aspects-là. Sur le plan formel, c'est ce qui est classique pour des OBNL ou des coopératives, avec une représentation plus ou moins variable des utilisateurs, utilisatrices, qui peut avoir son lot de conséquences sur le sentiment d'implication des entreprises, des entrepreneurs et entrepreneuses dans la vie de leur site, leur milieu de travail et même parfois plus milieu de vie. Du côté de la gouvernance informelle, il va y avoir une gestion un petit peu organique, comme je mentionnais, entre des rôles et responsabilités individuelles qui vont être répartis, des comités de travail thématiques ou ad hoc selon les besoins. Puis des instances de décision informelles qui vont être mises sur pied. Il y a des motels qui font preuve de grande imagination et de beaucoup de créativité pour mettre en place des structures de gouvernance assez originales pour arriver à avoir le plus d'horizontalité possible et une répartition des tâches importante, parce que ce qu'on retrouve beaucoup aussi, c'est un fardeau important sur les épaules de peu de personnes dans ces modèles-là. Donc, tout le monde en a conscience lorsque ça arrive, ou presque, ou moins celles qui ont le fardeau sur les épaules en ont bien conscience. Puis, ils essayent beaucoup de répartir les tâches en faisant preuve d'inventivité. En matière de gouvernance, encore, nous, on a distingué donc, ces deux modèles théoriques que je vous décrivais. Le premier qui est celui de qu'on a qualifié de groupement d'entreprises, et un deuxième collectif de projets, que je vais vous présenter brièvement. Ce modèle-là, il s'est échappé de son cadre, je ne sais pas pourquoi. Donc le modèle groupement d'entreprise, c'est organisé autour c'est construit autour d'une organisation formelle qui va porter le projet, en se donnant pour mission d'offrir l'accès à faible coût à des moyens de production dans un lieu déterminé à un certain nombre d'entreprises agricoles distinctes et autonomes. Là, on retrouve beaucoup l'idée des incubateurs, de plusieurs incubateurs qu'on connaît, avec vraiment l'offre, l'accès à du matériel, la terre, la machinerie, autour d'une organisation formelle. On va distinguer deux entités là-dedans, l'organisation porteuse, qui est responsable de toute cette administration-là, de toute la coordination du lieu, qui peut être propriétaire ou locataire du site selon les cas. Et l'autre entité, c'est l'entreprise locataire. Ce sont des entreprises distinctes qui peuvent avoir différentes formes juridiques,
qui ont tout le temps des visées commerciales, qui sont non concurrentes. Donc il y a toujours un effort mis par les motels pour recruter des entreprises qui ne vont pas se faire une concurrence entre elles sur site dans un contexte de mise en marché local en circuit court. Avec une participation volontaire et variable et volontaire aux autres volets de la mission de l'organisation porteuse. Donc, comme je le mentionnais, il y a des activités communautaires ou connexes, comme l'agrotourisme, tout ça. Les entreprises n'ont jamais l'obligation d'y participer, mais ont l'opportunité de le faire, ce qui peut générer des revenus supplémentaires ou un ancrage dans la communauté plus important. Celui-là aussi s'est échappé. Deuxième modèle, collectif de projet. Donc, là, ce modèle va regrouper des volets à la fois commerciaux et des initiatives communautaires. Donc, dans ce deuxième modèle-là, c'est là où la dimension communautaire est très importante. Autour de valeurs communes, qui va viser à offrir des moyens de production mutualisés, tout en favorisant une organisation le plus horizontale possible du travail. Il y a l'idée vraiment une vraie opposition au modèle agro-industriel, en cherchant à dépasser le cadre de la propriété privée, mettre l'avant vraiment la notion de commun. Donc c'est plus que des projets entrepreneuriaux qui se retrouvent dans ce modèle-là. Il y a une démarche qu'on qualifie d'holistique, dans le sens où il y a l'idée de faire communauté. Puis ça va se refléter donc dans l'organisation même du travail et de la gestion des communs, et jusque l'idée de faire communauté va aussi se matérialiser dans la question du logement. Ces modèles-là vont souvent être associés à des coopératives de logement où les gens vont vivre même sur place. Donc ça peut ressembler un peu à des éco-hameaux, mais c'est un peu dans cet ordre-là. Donc sur ce point, ça se distingue quand même grandement de l'autre modèle. Ce modèle-là de collectif de projet, sans aller trop dans le détail, la forme typique est vraiment la coopérative de solidarité, où avec trois types de membres, il y a les membres travailleurs qui vont constituer des volets commerciaux au sein de cette coopérative-là. Puis ces volets commerciaux vont former des marques de commerce qui sont quasiment autonomes. Donc ils vont agir comme ces volets commerciaux-là, comme autant d'entreprises autonomes sur la gestion de leur production, la plupart de leurs achats, leur mise en marché, leur trésorerie même, leur comptabilité. On ne fait pas leur trésorerie, leur comptabilité, mais par contre, ils ont en commun tous ces volets-là, un seul compte de taxes et un seul compte bancaire. Donc vous voyez là où il y a vraiment la mutualisation sur quelque chose d'essentiel. Mais c'est un petit peu complexe à présenter rapidement, c'est pour ça que je vous inviterai, si vous voulez en savoir plus, à soit nous poser des questions, soit aller écouter le webinaire qu'on a présenté sur le sujet. Un deuxième type de membres, c'est les membres utilisateurs, et là ce sont des entreprises qui sont complètement autonomes, comme des entreprises qu'on pourrait retrouver sur un motel agricole de l'autre type qu'on présentait, autonome à tous les points, et qui, en tant que membres de cette coopérative-là, vont avoir accès à quasiment toutes ou partie des infrastructures, de la machinerie qui appartiennent à la coopérative. Donc, ils vont y avoir un accès à prix coûtant, donc vraiment intéressant pour eux à ce niveau-là. Ils n'ont pas les bénéfices d'être membres travailleurs, notamment le fait d'être salarié, d'avoir accès à l'assurance emploi hors saison, etc. Mais ils ont un intérêt à faire partie de ce modèle-là en n'étant pas forcément sur site, mais en étant à proximité, en ayant accès à certaines infrastructures. Et enfin, il y a les volets communautaires ou domestiques qui vont souvent être portés par des membres de soutien. Donc, je mentionne que c'est un modèle la forme typique est autour de la coopérative de solidarité, mais il peut aussi exister sans s'appuyer sur le modèle de coopérative de solidarité. À ce moment-là, ça va être autour d'un OBNL ou même d'une communauté relativement informelle. Mais ce qu'on a relevé, c'est que dans ces modèles-là, la gouvernance se cherche toujours un peu, parce que il y a la difficulté à structurer cette organisation-là formellement. Bon, maintenant que ça va vous intéresser, on va parler d'incubateurs d'entreprises agricoles. Donc, les différences que nous, on note, qu'on relève par rapport aux incubateurs, la première, c'est au niveau de la nature de l'accompagnement. Les incubateurs offrent notamment, donc on l'a vu, il y a des incubateurs qui offrent un accès à un lieu physique, mais ce qui les distingue, c'est qu'ils apportent
ils offrent un accompagnement structuré et socio-professionnel, alors que les motels agricoles vont se concentrer sur la mise à disposition de moyens de production. Deuxième grosse différence, c'est autour de la durée d'engagement. Les incubateurs vont offrir un accompagnement d'une durée déterminée, puis on l'a vu tout à l'heure avec le cas de François, c'est très concret. Il y a souvent une durée limitée dans le temps pour l'accès aux lieux et aux services. Au service, mais aussi au lieu. C'est là où il y a tout l'enjeu de la sortie de l'incubation, avec certains incubateurs qui vont pouvoir permettre de prolonger un petit peu selon les circonstances, alors que les motels ne vont pas imposer de durée de location, puis ils visent justement des établissements à long terme. Ils considèrent que tout le travail d'intégration mérite, tout ce travail-là, c'est mieux de ne pas le faire trop souvent, puis on vise à avoir des entreprises qui s'établissent sur un long terme. Sur le type d'occupants qui sont ciblés, peut-être plus que sur le type d'occupants concret. Les incubateurs vont cibler des aspirants en phase d'expérimentation et de démarrage. C'est la raison même c'est l'une des raisons des incubateurs, alors que les motels vont plutôt cibler des entreprises qui ont un bon niveau d'autonomie, en raison justement du fait qu'ils n'offrent pas le service d'accompagnement qu'offrent les incubateurs. Cela étant dit, dans les faits, ce sont souvent des entreprises en début de carrière, dans vraiment démarrage d'entreprise qui s'établissent aussi sur des motels agricoles. Donc là, on a imaginé 4 scénarios de collaboration possibles entre des motels agricoles et des incubateurs. Puis après, on vous invitera à discuter de ça. Le premier scénario, c'est celui d'une entreprise qui démarrait sur un motel agricole en bénéficiant de l'accompagnement d'un incubateur virtuel. Deuxième scénario, la coexistence sur un même site d'un incubateur et d'un motel. Troisième scénario, la transition d'un incubateur physique vers un motel agricole. Et enfin, l'installation d'une entreprise sur un motel agricole après être passé par un incubateur. Le premier scénario, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur virtuel? Ça a été présenté typiquement par tout à l'heure. Oui. Par Catherine, c'est le modèle qu'on retrouve au Bas-Saint-Laurent avec le Germoir, donc qui est un incubateur qui offre des services mobiles sans être lié à un fond de terre. Donc, voilà, je pense que ça sert à rien que j'aille plus loin dans la définition, on a bien eu la présentation concrète tantôt. Donc comment ça pourrait fonctionner ce premier scénario? On pourrait imaginer une entreprise qui s'installe sur un motel agricole, qui bénéficie de cette offre de service-là à bas coût, et en même temps qui est soutenue par l'incubateur. Catherine le mentionnait, vous avez une entreprise qui est dans cette situation. L'exemple concret, c'est ça qu'on nomme. Je suis content que tu l'aies nommé toi-même, parce que je peux dire que c'est concret, pas seulement virtuel, imaginé. Mais les avantages qu'il y a là-dedans, c'est qu'un incubateur, on peut imaginer qu'il peut aller soutenir plusieurs motels agricoles. Ça ne change pas grand-chose pour lui que ces entreprises incubées soient situées sur un motel ou sur une terre privée. Donc il y a la possibilité d'avoir un incubateur dans une région et plusieurs motels en même temps. Ça évite la concurrence entre deux modèles qui sont quand même proches à plusieurs égards. Ça favorise aussi la spécialisation et la personnalisation des services, puisqu'il y en a un qui va se concentrer sur l'appareil de production, quand l'autre va se concentrer sur le service, l'accompagnement. Donc on imagine que ça peut faciliter la pérennité des deux modèles en diminuant cette concurrence. Deuxième scénario, celui de la coexistence sur un même site d'un motel et d'un incubateur. Donc là, on peut imaginer on peut penser à plusieurs avantages et imaginer plusieurs configurations. Certaines entreprises qui pourraient bénéficier de l'incubation, d'autres seulement du motel, donc les deux n'aillent pas forcément de pair, qu'on laisse la liberté aux entreprises selon leurs besoins. Ça permet d'avoir des baux qui sont adaptés aux besoins des entreprises, avec des durées flexibles, certains qui vont utiliser le lieu comme un tremplin avec un accompagnement, d'autres comme du long terme selon leurs besoins. On peut imaginer que le lieu se sépare entre des espaces dédiés à l'incubation, des espaces dédiés aux entreprises plus autonomes, donc sous la forme du motel agricole sur certaines parcelles. Le troisième scénario qu'on peut imaginer, c'est celui de la transition d'un incubateur physique qui va devenir un motel agricole. Donc, à l'issue une fois que le lieu est à saturation,
il est assumé par l'organisation que ça devient un motel. Le service d'incubation est terminé, mais les personnes peuvent demeurer sur place. Puis le service d'incubation peut lui se déplacer éventuellement sur un autre site pour renouveler le processus, réitérer le processus d'incubation d'entreprise. Puis ça, l'avantage de ça, c'est que ça évite, je pense que François mentionnait tantôt, j'imagine que c'est source d'inquiétude, peut-être d'anxiété, de se dire qu'il faut déplacer tout mon appareil de production. Si je n'arrive pas à trouver des terres sur le territoire où je suis déjà établi, où j'ai ma mise en marché, ma famille est établie ici à sa vie, mais ça permet d'éviter tous ces obstacles-là et de favoriser une croissance sereine pour les entreprises. Puis enfin, le quatrième scénario, celui d'une entreprise qui s'installerait sur un motel après être passée d'être passée sur un incubateur. Donc elle commence par s'installer sur un incubateur physique, puis une fois qu'elle quitte le lieu pour laisser sa place à une autre entreprise, elle peut s'installer sur un motel agricole de la région, puis on peut imaginer des collaborations, des ententes qui facilitent ça, avec une priorisation éventuellement des incubés pour accéder à ce motel-là. Et les atouts qu'on peut imaginer dans cette formule-là, c'est que l'entreprise est déjà familiarisée avec toute cette mécanique et toute cette logique de mutualisation. Le motel, ça va prolonger l'accès à un appareil de production abordable sur lequel s'appuyait l'entreprise lorsqu'elle était dans l'incubateur, parce que j'imagine que ça aussi, ça peut être un enjeu lorsqu'on quitte l'incubateur et qu'il faut acquérir des moyens de production, des infrastructures, du matériel. Et surtout, l'entreprise demeure sur le territoire où elle s'est établie, comme je le mentionnais. Là, je vous dis pas quoi faire, hein. C'est juste des scénarios qu'on imaginait en équipe en se disant, pour susciter la réflexion. Puis justement, on aimerait ouvrir une période de discussion sur ça, à ce sujet, en vous proposant ces trois questions-là. La première, de votre point de vue, qu'est-ce qui distingue fondamentalement et qu'est-ce qui distingue et rapproche les motels et les incubateurs d'entreprises agricoles? Quels sont les enjeux, les défis, les besoins qu'ont en commun ces deux dispositifs? Je pense qu'il y en a parmi vous qui peuvent représenter l'un, l'autre, ou peut-être même ne pas être sûr de savoir dans ces définitions où est-ce qu'ils se situent entre un motel et un incubateur. Et qu'est-ce que vous percevez comme éventuel avantage ou défi d'une intégration des motels agricoles au réseau Racine si on pense que c'est une avenue intéressante et pertinente considérant ce qui vient de vous être présenté. Merci. Je vais remettre les questions pour les avoir sous les yeux. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Bonjour, Fanny Delille. Moi, je suis propriétaire d'un incubateur en démarrage et je suis sur le CA du réseau Racine. Puis en fait, je vais vous adresser une question par rapport à cette question 1. Une chose que je vois, c'est qu'on a beaucoup de mots pour décrire toutes les structures d'accompagnement. Puis ça, je pense qu'il y a un danger là-dedans parce que ça devient très éclaté. Les structures sont peu nombreuses. Puis dans chaque modèle, je pense que tu avais 6 ou 8 personnes. La même chose dans les incubateurs, il y en a une vingtaine tout au plus. Est-ce qu'on devrait, au lieu d'essayer de les distinguer ou de les rapprocher, de les regrouper en structures d'accompagnement agricole et de couvrir toutes les structures d'accompagnement agricole dans une stratégie aussi de faire reconnaître le modèle, puis d'aller chercher auprès des gouvernements de l'accompagnement, puis pour pas faire, dans le fond, du salami avec notre patente, puis que chacun aille chercher une petite miette et qu'on dédouble. Je pense que la question ne m'est pas directement adressée. Moi, je vais juste apporter à tout le monde, mais je pense que c'est une question qui est extrêmement pertinente, qui se pose vraiment. Je dirais juste que nous, de point de vue... nous, on a toujours un rôle au CISA un peu double, de faire la recherche, puis en même temps accompagner les acteurs et actrices qui portent des innovations. D'un point de vue de recherche, moi, je pense qu'il y a un intérêt à distinguer les deux pour comprendre qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre, mais d'un point de vue stratégique, plus terrain, je pense que la question se pose effectivement elle se pose, et je pense qu'elle est tout à fait pertinente, effectivement. Je ne sais pas si PO, tu...
Oui, oui, mais c'est un peu la question qu'on vous pose aussi, justement, de voir, au-delà de la dimension recherche qui nous intéresse au CISA à travers nos démarches, de voir à l'échelle du réseau Racine, compte tenu de ses volets de revendication, sa mission, de faire des liens entre des initiatives qui ont des enjeux communs, de voir est-ce que c'est logique de rassembler ces initiatives-là au sein du réseau Racine pour avoir une force de plusieurs organisations qui se ressemblent, mais tout en étant différentes un peu dans leur service, dans leur approche, notamment pour l'aspect de motel agricole, structure d'accompagnement ou incubateur, structure d'accompagnement ou motel agricole plus axé sur l'hébergement sur un site, sur un espace. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut amener cette question-là, comment on peut penser ce regroupement-là. Donc, on en a discuté notamment au sein du CA du Réseau Racine une fois un petit peu. On a parlé aussi au sein du comité de pilotage Réseau Racine dans le contexte de projets de recherche, expérimentation de l'OBNL Réseau Racine. Mais c'est un peu voir un peu votre point de vue par rapport à ça. Là, c'est un peu la question qu'on vous amène aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des enjeux? Est-ce que vous voyez davantage des avantages? Est-ce que tout le monde se regroupe, compte tenu qu'il y a des missions qui sont un petit peu différentes? Donc, voilà. Oui. Je ne sais pas, je ferai assez de répondre à la question, puisqu'on est incubateur, puis on est membre de soutien de la centrale agricole. Je pense que les enjeux, souvent, ne sont pas les mêmes, mais le lien entre les deux est tellement fort, parce que ceux qui sont dans les incubations, il va falloir qu'il y ait des espaces, et le motel agricole offre les espaces. Donc, dans un réseau Racine, moi, je dirais qu'il faudrait les deux. Est-ce que c'est viable à long terme? Parce que c'est vraiment pas les mêmes enjeux de gestion dans la réalité, là, pour gérer un incubateur, puis voir comment je gère la centrale agricole avec 19 membres. Puis nous, en plus, c'est pas uniquement des producteurs, là, c'est agroalimentaire. Donc, puis, souvent, en monde urbain, un motel agricole ne peut vivre uniquement s'il y a aussi des transformateurs, parce que ça l'aide les producteurs, là. Donc, c'est la synergie qui est mise. Mais dans le cadre de la recherche, au niveau des motels agricoles, moi, c'est un enjeu qu'on a, c'est les programmes du MAPAC ne sont pas du tout adaptés dans une référence de motel agricole. Par exemple, à la centrale agricole, on voulait avoir un composteur. Mais on pouvait avoir un composteur, ça va avec le NIM. Alors, on pouvait avoir 19 composteurs, petits, mais on ne pouvait pas acheter un gros composteur. Enfin, puis là, après ça, on a dit, OK, donnez-nous le montant, 60 000 pour le petit composteur, puis on va combler le reste. Même ça, c'est pas possible. Il y a plein de programmes comme ça qui s'appliquent au NIM. Alors, si tu as 19 NIM au même endroit, tu as le droit à 19 fois la subvention, mais c'est 19 fois le même matériel. Tu ne peux pas cumuler ensemble en disant, là, actuellement, on a réussi avec Recycle Québec d'avoir un composteur et ça produit 2 tonnes de compost par semaine. Imaginez la grosseur, là, c'est un composteur industriel à l'intérieur, c'est tout un autre univers. Est-ce que je n'ai pas regardé ces genres de questions-là, des programmes? Parce que si on veut développer des motels, mais les programmes, est-ce qu'ils vont suivre derrière? Parce que les incubateurs, ils ont certaines formes de subventions, c'est connu, mais les motels agricoles, actuellement... Ben oui, on s'intéresse à ça. Le projet est encore en cours, puis c'est dans les prochaines étapes de réfléchir à cette dimension-là, comment... ça, c'est documenté, l'inadéquation entre les programmes et les réalités et les besoins des motels. Puis ensuite, la perspective d'aller voir des solutions, c'est la prochaine étape. Mais effectivement, merci. Mario Ouellette. Je suis là depuis le début, hein, Pierre-Olivier, qu'on travaille autour de la table pour voir c'est quoi un incubateur agricole puis un motel, tout ça. Moi, j'avais soulevé l'idée, au début, l'incubateur, c'était pour définissants en agriculture qui cherchent une place, etc. Moi, je dis, un incubateur, moi, je suis en banlieue de Montréal, puis ma relève à moi, c'est souvent des gens qui veulent changer de carrière, etc. Donc, moi, je prends un œuf, j'en fais un poussin, puis le poussin, après, j'en fais une poule ou un coq. T'sais. Mais si on veut partir avec un poussin qui est déjà formé, c'est pas la même approche. L'autre commentaire que je voulais dire, c'est que quand on regarde les incubateurs, l'occupation est à 50% de l'objectif visé. Mon expérience personnelle, c'est que
J'ai reçu des jeunes chez nous. J'étais plutôt dans le modèle motel agricole parce que dans mon esprit, il était là pour rester. Mais là, il y a eu des problèmes au niveau de désir de devenir propriétaire. Ça, c'est dans la structure économique actuelle, bien, souvent aussi, pour un fermier, bien, son fonds de pension, c'est quoi? Il va vendre sa terre puis il va prendre sa retraite. Ça, c'est difficile à accepter pour un fermier parce qu'il est ancré dans son milieu, c'est sa vie qui a passé là, puis vendre la terre. Bon, quand ça reste dans la famille, ça va toujours, mais en tout cas, c'est un défi, mais ben, les jeunes, c'est légitime aussi, mais en même temps, les terres sont tellement chères, ils ne sont pas capables de se les offrir, donc comment on fait pour combler ce besoin-là de devenir propriétaire? Mais bon, ils ne sont pas capables de payer le prix. Donc, l'incubateur puis le motel, ben, c'est une alternative pour eux autres, mais je pense qu'un des freins majeurs, c'est ça que je voulais dire, là, c'est que l'aspiration de devenir propriétaire pour être maître des décisions. Moi, les jeunes m'ont dit, comment ils m'ont dit ça? Ils m'ont dit, on veut être... le mot m'échappe, là, mais en tout cas, c'est ça. On veut être maître des décisions globalement. T'sais. Moi, comme je disais à monsieur tantôt, ça commence par P, mais il y a deux mots qui commencent par P. Il y a propriétaire, puis il y a protecteur. Hein? Donc, moi, je me considère plus comme un protecteur du site. Je suis un Repentigny, je suis un rescapé du développement. Moi, le développement, ça a été négatif pour le... Ben, dans la philosophie, tu prenais des quartiers agricoles, puis tu faisais des bungalows, puis des centres d'achat avec. Là. Donc, donc, il faut penser à ça aussi. Là, comment on fait pour inciter le jeune à dire, ben, regarde... revenir vers un travail de communauté plutôt que de dire ben, travail individuel, etc. Là. C'est un petit peu le témoignage que je voulais apporter. Ça se bouscule. Bonjour, Guillaume Rémillard pour le laboratoire sur l'agriculture urbaine aussi. Moi, là, en fait, j'ai envie de répondre plus à la troisième question, qui est vraiment plus dans une... Ben, en fait, en lien avec mon background, là, je fais partie des gens qui ont cofondé Culture Montréal il y a plusieurs années, puis j'ai été à la direction quand même pendant un petit moment. Puis les réseaux de professionnels, surtout en tout ce qui touche l'agriculture urbaine, ben, l'agriculture en général, mais aussi l'alimentation, il n'y a pas beaucoup de financement pour l'entretien des réseaux. Fait que moi, je vois ça, mettons, à un couteau à double tranchant. Il y a un avantage à aller chercher une clientèle plus grande pour pouvoir répondre à des besoins plus grands, mais il y a aussi puis qu'à ce moment-là, tu es capable d'aller chercher un financement plus généreux de façon générale. Mais il y a aussi l'autre côté du couteau qui est t'éloigner des besoins de tes membres initiaux qui sont le core de ta mission. Fait que voilà, ça c'était une piste que je voulais amener pour la réflexion. Il y a des gens qui... Ah, excuse, j'ai vu lever la main. J'ai vu une question dans ce secteur-là, oui. Hein? Frédéric Paré de la MRC de Roussillon. Je pense qu'il y a, là, je vais tenter de répondre à la question 2. Je pense qu'il y a un intérêt pour une organisation comme le CISA de décortiquer l'affaire puis de comprendre la nuance entre les différents modèles puis de les documenter. Je pense que ça a été utile puis ça va probablement le rester pendant un bon moment. Mais pour des raisons stratégiques, à mon avis, on aurait intérêt à regrouper ça dans quelque chose avec d'autres mots, comme, pour moi, c'est des dispositifs de transition de l'agriculture. On fait quelque chose de plus englobant, là. Fait que là, je suis en train de répondre à la question 2. L'autre commentaire, c'est... il y a un fort mouvement là, de territorialisation des systèmes alimentaires. Là, moi, j'assistais récemment à une rencontre. Puis il me semble qu'on aurait avantage aussi à rapprocher ces outils-là, puis les acteurs de ces outils-là à l'idée de l'achat local, à l'idée de l'autonomie alimentaire, puis à l'idée de territorialiser les systèmes alimentaires. Fait que c'est plus un commentaire qu'une question, commentaire stratégique, là, puis de vision, puis de communication. Est-ce qu'on a... Oui?
Bonjour. Normand Ponviera, directeur Institut national d'agriculture biologique. Je ne sais pas si ça va répondre aux 3 questions, mais c'est plus un commentaire aussi. C'est sûr que, pour ma part, moi, je serais favorable à un regroupement là, au sein du réseau Racine, ne serait-ce que pour simplifier, comment je dirais ça, votre lobbying stratégique. Tantôt, j'ai entendu parler, Éric, des problématiques avec le MAPAC, mais si on va avoir un lobbying stratégique, bien, c'est plus simple si on se regroupe. Puis, tu sais, nous, quand on a des élèves à l'Institut national d'agriculture biologique, tu sais, on est un cégep, on a environ 150 élèves qui s'inscrivent en agriculture, puis il y a des cégeps partout sur le territoire de la province, où ce que vous êtes, dans vos régions, et ainsi de suite. Puis c'est toujours la même chose. Quand les jeunes viennent nous voir puis nous demandent, ben moi, je veux avoir un fonds de terre ou je veux me partir en agriculture, je passe par où? Ben, tu sais, c'est toujours plus simple si notre réponse, nous autres, on les réfère vers 1, 2 organisations, plutôt que de dire, bien, ça dépend, il faudrait aller voir ça. Là, tu sais, un incubateur, un motel agricole, tu veux un fonds de terre, l'artère, Racine, tu sais, AULA. Tu sais, à un moment donné, ça fait beaucoup de terminologie pour les jeunes. Tu sais, vous mentionnez tantôt que vous êtes à la recherche d'incuber. On n'atteint pas ce qu'on veut. Mais il faut se placer à la place du jeune en agriculture ou de la personne qui anticipe une nouvelle carrière. Il faut lui donner un chemin le plus simple possible, plutôt que de dire « va frapper à 15 portes ». Tu sais, va voir au MAPAC, va voir à l'artère, etc., etc. Fait que moi, ce que j'aurais comme message, il faut simplifier. Puis si vous voulez faire du lobbying pour faire changer les choses auprès du MAPAC, puis que stratégiquement vous faire reconnaître, puis vous regrouper ensemble, je pense que la force, c'est si vous êtes tous ensemble. Maintenant, comment on définit un modèle, un motel, un incubateur, etc., ça sera à vous de le choisir comme réseau puis de le faire évoluer. Mais il faut que ça soit le plus simple possible pour les gens qui aspirent à être en agriculture. Là, on est dans un creux de vague en termes d'inscription, mais tu sais, c'est toujours la même chose. C'est des cycles, l'agriculture. On a un creux de vague, ça va remonter. Fait qu'il faut leur donner quelque chose le plus simple possible. Fait que voilà, plus un commentaire. Moi, j'aurais peut-être une question à la salle. Qui est-ce qu'ici, si on fait un vote à main levée, qui est-ce qui porte soit un motel, soit un incubateur d'entreprise ici? Qui est-ce qui est sûr d'être un incubateur seulement? Et qui pense être un peu un motel? Oh. Bon. Je pense que... C'est pas... Oui. Écoute, depuis tantôt, moi encore, Fanny, toujours. Je voulais répondre à ce qu'Éric a avancé à propos du MAPAC. C'est très nouveau, les incubateurs. Le réseau Racine, officiellement, c'est la 2e année. Et on a fait un premier contact avec Audrey Bogmans, qui est ministre adjointe à l'agriculture, puis qui s'occupe des petites entreprises agricoles, parce qu'on a un cas de 80-20. Là, 20 des entreprises font 80 du revenu, puis 80 des entreprises font 20 du revenu, fait qu'ils ne vivent pas riches. Puis, le ministère a vraiment une volonté d'adresser ça. Ce qui leur manque, c'est 2 choses. Des données, d'où l'importance de participer au sondage, aux études qui se font au CISA et ailleurs, puis des témoignages. Fait que, tu sais, Éric, qui est à la tête quand même d'une... Ah, t'es là! Qui est à la tête d'une entreprise qui est quand même accomplie puis qui a des réussites à son actif, qui a une certaine légitimité, ça serait intéressant de communiquer avec Audrey Bogmans. Fait que les autres qui ont des organisations qui durent depuis longtemps puis qui sont pas là à demander de nous lever, mais de demander à pérenniser, il y a vraiment un désir d'écoute du côté du MAPAC. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, des interventions? Oui. Bonjour, Benoît Davio. En réalité,
Je suis ici avec le chapeau du FIERA, qui est un membre de soutien, le Fonds d'investissement pour la relève agricole. Mais je vais commencer avec mon autre chapeau, pour suite à Normand. Tout à l'heure, je suis enseignant à l'Institut de technologie agroalimentaire. Donc, copier-coller, je renchéris sur ce que Normand dit. C'est important, si on veut avoir une clientèle, si on va voir des jeunes, de leur donner un chemin. Bon, est-ce que j'ajouterais, et là, je mets mon chapeau FIERA, c'est que pour avoir du financement, puis qu'il y ait aussi des partenaires qui soient publics comme le MAPAC, il faut se préoccuper de ce qu'on appelle le modèle d'affaires. Vous êtes très fort dans rendre le service. Okay? Donc, de rendre le service de proximité, à l'incuber, à la personne qui a besoin d'un endroit, ou le service. Je vous lève mon chapeau, vous êtes des champions, des championnes du monde. Là, avec les peu de ressources que vous avez, vous faites un travail exceptionnel. On tient à le dire là-dessus. Maintenant, pour pérenniser ça, là, je pense qu'il y a une réflexion qui doit être faite, puis c'est pas nous à l'extérieur qui allons la faire, c'est à vous, mais OK, c'est quel service qu'on rend, dans quel environnement d'affaires. J'ai entendu système alimentaire territorial. Il y a comme une filière qui est en train de se créer autour de ça. En plus de l'agriculture de proximité, il faut faire du maillage avec tout cet écosystème-là qui est en train de naître, qui rallie des municipalités, des écoles, qui rallie des fournisseurs de produits agroalimentaires, qui rallie plein de monde, parce que les gens qui vont sortir de chez vous, qui vont vivre dans vos motels, bien, ils vont devoir vendre. Et il faut se préoccuper de ça. Je pense que là, il y a peut-être une réflexion à faire. Puis si on répond à ce besoin-là, puis vous êtes drôlement bien placé, je pense, dans cette filière-là pour répondre à un besoin, peut-être que là, il y aura des avenues de financement qui seraient plus pérennes pour vous autres. Mais c'est juste une idée. Merci, Benoît. Oui. Je vais me rendre. Catherine, en fait, moi j'ai une question plus qu'une c'est une réflexion. Je me demande, est-ce qu'on a la même clientèle? Parce que, tu sais, mon premier élan est de dire, ben oui, les motels devraient faire partie du réseau Racine, mais je suis plus à la recherche, je me fais l'avocat du diable à chercher c'est quoi les raisons pour lesquelles ils ne le seraient pas. Puis je me demande, la clientèle est-elle vraiment la même? Parce que l'incubateur cherche à accompagner quelqu'un dans un processus de démarrage ou au début, puis après ça, le laisse aller. Tandis que le motel a vraiment une visée de long terme, puis OK, ben on parle que oui, il y en a qui veulent être propriétaires et tout ça, mais je pense que quelqu'un qui va s'installer dans un motel, c'est dans une visée, en tout cas de la façon que c'est annoncé, là, c'est dans une visée de long terme, puis de s'installer pour toute ta carrière. Fait que c'est là que je me demande, est-ce qu'il y a un enjeu au niveau de la clientèle, puis la pérennité n'est pas la même, là. On va parler de la même personne pendant longtemps, tandis que les incubés, on change, puis ça roule. Bref. Ben moi, je pourrais te répondre sur ça. Dans les faits, c'est ce que j'ai essayé d'introduire un peu tantôt dans la présentation. Sur le papier, en théorie, il y a une distinction dans la clientèle ciblée, mais dans les faits, les personnes qui s'installent sur les motels, c'est grosso modo les mêmes que dans les incubateurs, à ceci près que certaines n'ont pas fait même la formation, qui peut être un critère d'intégration à un incubateur, si je ne m'abuse, le fait d'avoir une formation en bonne et due forme. Il y a des personnes qui seraient même encore plus dans le besoin de formation, qui s'installent sur des motels parce qu'elles n'ont même pas de formation. Donc elles viennent là parce que c'est moins engageant d'aller sur un motel avec un bail d'1 an où il y a accès à un BCS et éventuellement un tracteur, puis après 1 an je peux partir, que intégrer un parcours d'incubation sur site ou non. Donc en théorie, ce n'est pas les mêmes publics qui sont visés. Dans les faits, c'est les mêmes, voire même des personnes qui seraient encore plus dans le besoin de... Puis là, c'est une réponse qui ne vise pas à vous orienter sur les choix qu'éventuellement les membres du réseau devraient faire. C'est d'un point de vue de ce qu'on observe, c'est quand même comme ça. Puis Eric, c'était dans ce sens que tu veux prolonger dans ce sens-là, peut-être. Mais je pense que tu le mentionnais, toi. Mais moi, j'ai pas de micro. Je veux bien te donner la parole, mais je sais pas, si c'est juste dans la continuité, c'est pas moi, c'est Kathleen, responsable. Tu avais terminé ton point, Benoît? Oui, j'ai terminé mon point sur ce que nous, on a documenté, parce qu'on a fait, pour le projet Un point de métaux, on a fait des entrevues approfondies avec des porteurs de motels et avec des
des utilisateurs de motels. Donc on a parlé à ces personnes-là qui sont dans des motels agricoles. Puis c'est ce profil-là qu'on a, et beaucoup voient ça comme un espace test pour pouvoir ensuite éventuellement acheter. Il y a personne, si je m'abuse, il y a personne qui s'est dit moi je suis là pour 40 ans ou pour 30 ans sur ce lieu-là. On n'a pas parlé à tout le monde après, hein. Je ne veux pas affoler des éventuels gestionnaires de motels agricoles qui seraient là. On n'a pas parlé à tout le monde, on a eu un échantillon de personnes à qui on a parlé, mais il n'y a personne qui nous a dit c'est sûr que je suis... Après, il y en a qui se plaisent, il y en a qui aiment beaucoup la formule, mais ce qui a été mentionné à plusieurs reprises, le modèle de propriété reste super, de propriété privée, de fonds de terre qui appartient aux producteurs, il reste très 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 fort même chez les personnes qui sont les plus ouvertes à des approches alternatives de l'accès à la terre. Juste pour compléter, le jeune qui gagne la loterie, il quitte le motel puis il s'en va s'acheter une terre, c'est sûr. Tu sais? Bon, ça c'est une chose. Là, je voulais juste présenter un autre modèle que moi j'appellerais plutôt un pré-incubateur. Moi, je travaille avec des 13-17 ans. Je les recrute dans les polyvalentes. Ils sont regroupés dans une forme de coop informelle qui n'est pas enregistrée au Bureau des entreprises du Québec, mais ils sont autour de la table, je travaille pour eux, je suis juste le coach agricole, je leur montre quoi faire, etc. Ils sont responsables de la mise en marché, ils vont à la municipalité, puis là, ils développent des kiosques de quartier. Donc, c'est de l'initiation entrepreneuriale agricole coopératif, là. C'est comme un pré-incubateur, mais j'en ai là-dedans, ça fait 3 ans que je fais ça, puis j'en ai quelques-uns, ça fait 3 ans qu'ils me suivent. À chaque année, on arrive avec une nouvelle cohorte de jeunes à partir de 13 ans. C'est sûr que plus ils vieillissent, à un moment donné, bien là, ils sont sollicités par Walmart, McDonald's et compagnie, donc ils vont travailler, mais fait que c'est ça. L'autre chose que je peux dire dans cette formule-là, les jeunes, ce qu'ils apprécient, c'est qu'ils travaillent en équipe, c'est coopératif, mais en même temps, toutes leurs forces sont mises à contribution. Si la petite fille est bonne en informatique, puis elle est bonne en français, c'est elle qui fait la communication avec le public au niveau de la page Facebook et tout ça. L'autre qui est bonne en art plastique, c'est elle qui va faire les publicités et les pancartes. Donc, en fait, je sème la graine d'un germe de transmission du patrimoine agricole à travers ça. Puis hier, je n'avais une vingtaine à l'école à Polyvalente de ma région. Je n'avais une vingtaine là, qui étaient intéressés. Mais moi, je suis en milieu périurbain, donc c'est sûr que c'est pas des fils et des... Bon, son père est informaticien, sa mère est infirmière, ils connaissent rien, ils n'ont jamais vu une carotte pousser. Donc, mais à la fin de la saison... J'en ai qui viennent puis ils m'achètent des semences pour se faire un jardin chez eux. Donc, ça fait partie de... Parce qu'un incubateur et un motel, c'est pour la relève agricole. Ça, c'est comme de la pré-relève, si on veut, mais sur le moyen terme, je pense que c'est important aussi. Puis j'aimerais ça que ce modèle-là puisse se multiplier partout à travers les régions. C'est pour ça que j'en parle. Merci. Merci, Monsieur Ouellet. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de modèles qui peuvent se développer, mais les objectifs finaux, finalement, c'est de transmettre la passion de l'agriculture. Oui, je sais pas. C'est quand même l'idée, c'est Catherine, je pense qu'au niveau des motels agricoles, il y a toute une réflexion à avoir, c'est qu'est-ce qu'un vrai motel agricole et qu'est-ce qu'un motel agricole qui accompagne des entreprises. Parce qu'on en voit beaucoup apparaître, des entreprises privées qui veulent faire un motel puis ça rentre dans leur modèle d'affaires. Là, c'est comme, grosso modo, je loue une terre, souvent beaucoup plus cher que le prix d'un hectare. J'ai vu des trucs à 3 000 l'hectare, tandis que ça se loue à 500 sur l'île de Montréal. Et en général, c'est des trucs, des motels qui ne tiennent pas la route. Là. Le motel agricole de la ferme du bord du lac, là, qui a fermé parce que le modèle n'est pas. Donc, il y a une réflexion d'avoir, c'est les motels agricoles, c'est pourquoi c'est bien. Non, mais là, je veux dire qu'il est plus complet. Puis le modèle a fermé parce que les incubés ne voulaient plus, les personnes qui étaient là ne voulaient plus. Enfin bref, je connais très bien l'histoire, puis je peux dire qu'actuellement, il n'est pas plein, puis c'est quand même 3 000, c'est rendu même 4 000 la location de la terre. Mais fait, c'est quelqu'un qui veut mettre en culture sa terre parce qu'il ne veut pas payer les taxes.
C'est un peu ça dans l'idée. Mais c'est cette réflexion-là au niveau des motels, c'est qu'est-ce qu'un motel, puis qu'est-ce qui fait partie d'un réseau Racine. Je ne connais pas assez les incubateurs, peut-être qu'il y a le même enjeu avec les incubateurs, mais au motel agricole, il y a quand même une grosse diversité. Puis, moi, j'entends beaucoup aussi l'idée du oui, mais les gens, ils veulent avoir accès à la terre, etc. Mais souvent, quand on parle aux personnes, pourquoi ils veulent accès à la terre? Parce qu'ils pensent à la retraite. Ils disent, j'aurai pas un gros salaire, je pense à la retraite. Alors, les motels agricoles, ils doivent aussi se développer pour faire en sorte que ce soit intéressant financièrement pour ces personnes-là. Puis, tu l'as mentionné, mais tu n'es pas revenu là, sur le logement collectif, avoir accès à un espace sur site ou pas trop loin. Parce que les motels agricoles, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, il faut qu'ils fassent une demi-heure de char. Aller-retour, ils ne peuvent pas rester sur place. Donc, peut-être développer du collectif, le logement est moins cher, etc. J'achète pas, mais je peux aussi avoir assez de revenus parce que mon loyer il est bas. Enfin, pour la région métropolitaine de Montréal, là, c'est ce qu'on voit apparaître avec les motels. Là. C'est des gens, s'ils doivent vivre, même à Québec, si les gens doivent vivre à Beauport pour pouvoir cultiver les sœurs de charité, ça va être compliqué. Oui. Est-ce qu'il y a quand même d'autres interventions, questions? Oui. Je te repasse le micro, Fanny. 30 secondes d'intervention sur l'accès à la terre. Mes chiffres datent de 2002, mais je pense que c'est intéressant. C'est pas vrai dans toutes les régions. Moi, c'est pour la Montérégie. À cette époque-là, la terre était 46 000 hectares. Aujourd'hui, on parle plus de 60. Ce qui fait qu'un paiement à 5 % sur 20 ans te revient à 16 000 $ par année. Dépendant de ta culture, ta capacité de remboursement par hectare est de, pour le maïs conventionnel, 829 $, maïs biologique, 2 000 $, porc conventionnel, 2 500 $, sureau conventionnel, 12 000 $, maraîchage bio-intensif, 53 000 $. Fait qu'il n'y a que le maraîchage bio-intensif ou des entreprises qui ont d'autres sources de revenus que l'agriculture qui sont capables d'acquérir la terre. Fait que dans les faits, ce modèle-là, ce désir-là d'avoir accès à la terre peut être possible, mais il est la possibilité est très ténue pour les petites entreprises, puis dans la condition aussi où tu trouves une terre qui répond au nombre d'hectares que tu veux, parce que ça se vend plus en ce moment en lot de 40 à 60 hectares. Fait que quand les gens disent on veut avoir accès à la terre, il y a une grande réflexion, puis je pense qu'il y a une importance d'éducation par rapport à c'est quoi le coût à la terre, puis si tu vas te rendre à la retraite ou si tu vas pas mourir de faim en chemin. Merci, Fanny. Je crois qu'il y avait une intervention aussi qui voulait se faire à la table. Ici. Voilà. Oui, c'est ça. OK. Allô, bonjour. Je m'appelle Elisabeth. Je suis conseillère pour l'artère en Mauricie. En fait, moi, je voulais juste ajouter, là, peut-être comme réponse au troisième point. Dans le fond, en termes de définition, tu sais, oui, c'est important de définir c'est quoi un incubateur, c'est quoi un motel. Moi, je travaille pas directement dessus, mais on travaille beaucoup en lien avec. Mais au-delà de ça, pour le réseau Racine, ça pourrait être intéressant d'aller chercher plus c'est quoi l'objectif puis les missions de ces organisations-là. Qu'est-ce qui, pour l'adhésion au réseau Racine, parce que les infrastructures, on le voit, ils sont vraiment différentes d'une place à l'autre, d'une région à l'autre, d'une réalité à l'autre. Puis, dans le temps, je pense que les besoins vont évoluer. Puis, je pense que même en ce moment, il y a des incubateurs qui ne se définissent pas comme, qui se reconnaissent pas comme incubateurs. Il y a des motels qui se reconnaissent pas comme motels. Fait qu'au-delà des mots, ça va être vraiment comme des objectifs puis des missions. Puis, de peut-être même donner un cadre au niveau de la structure pour pas qu'il y ait de dérives de promoteurs immobiliers là, dans le coin de Montréal notamment. Mais, de donner peut-être une structure aux membres du réseau Racine pour s'assurer que ça soit fait pour les bonnes raisons. Dans le fond, l'objectif, c'est l'accès à la terre, c'est augmenter la viabilité des entreprises. On parle beaucoup du 0-5 ans. Donc, c'était ça mon intervention. Merci. Merci, Elisabeth. Est-ce qu'on... Oui?
Il y a des choses qui ont été dites qui m'ont fait allumer, là. J'ai participé au sommet des accélérateurs d'entreprises du Québec il y a quelques semaines, puis les questions sont souvent les mêmes. Est-ce qu'on va chercher plus large? Est-ce qu'à notre réseau, on répond à ces besoins-là? Puis je pense que ce qui est spécial avec le réseau Racine, c'est que ça touche une spécificité qui est le monde agricole. Parce que de l'incubation, ça existe dans plein de domaines d'affaires, là. Ou, tu sais, si je prends l'idée d'un motel agricole, est-ce que je le transfère à d'autres choses? Mais ça ressemble beaucoup à une résidence d'artiste. Fait que la question de est-ce qu'on va aller plus loin comme réseau, puis à inclure des motels agricoles, bien, je pense que c'est ce qui existe de plus proche de Réseau Racine comme groupe de réseau, qui est capable de répondre aux besoins du monde qui sont des gestionnaires de motels agricoles qui, eux, en ce moment, n'ont pas de réseau. Fait que ça, c'est peut-être la petite piste que je voulais amener, là. Est-ce qu'il y a... Oui. Catherine de Protecteur. Dans le fond, je voulais juste mentionner dans les échanges autour de l'accès à la propriété. Dans le fond, nous, dans les fiducies, dans les FUSA, on utilise la propriété superficiaire, qui est vraiment un droit d'accès réel à la propriété pour les agriculteurs. Puis, en passant, c'est un mode de propriété qui peut être utilisé sur des terres privées, des terres qui appartiennent à un incubateur, qui appartiennent à un OBNL. Donc, la propriété superficiaire, c'est un mode d'accès à la terre qui est peu connu, mais qui donne vraiment un réel droit d'accès. Donc, si vous voulez en savoir plus, ça existe. Oui. Ça va être une dernière intervention, hein, parce que il est déjà midi. Merci. Bonjour, Benoît Curé, coordonnateur de l'Artère. Je vais faire rapide, en fait, les trois questions. Mais je pense qu'il y a plus de points qui rapprochent que distinguent les incubateurs et les motels. Je pense que c'est des outils qui sont complémentaires. Excusez, c'est vraiment... comme ça, c'est mieux? Ouais, bon. Non, définitivement pas. Je peux être trop proche. Vous êtes en écoute? Ouais. Bien, je vais mettre... Ah, je vais être... Ah, oui. Même pour moi, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'il y a plus de choses qui rapprochent. Et je pense que ce sont deux outils complémentaires, puis qu'il faut voir, Normand l'a mentionné, puis je pense que Éric aussi, là, c'est comme un panel d'outils qu'on a dans notre trousse à outils de l'établissement agricole, puis qu'il faut utiliser puis de la bonne façon. Au niveau des enjeux, on en a un petit peu parlé. Des enjeux communs des deux dispositifs, il y a la gouvernance. Je pense qu'il faut faire attention, parce que à chaque fois qu'on met en place une nouvelle structure, on met en place une structure de gouvernance, puis au bout d'un moment, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve dans un conseil d'administration, dans un deuxième, dans un troisième, dans un quatrième, dans une structure de gouvernance plus provinciale. Ce que ça fait, c'est ça fait de l'hyperconcertation, ça fait qu'on passe la moitié de notre temps en rencontre et on n'est pas les deux mains dedans. Donc, il faut peut-être voir s'il y a lieu de regrouper certains, puis à quelle échelle, je ne saurais pas le dire. Parfois, ça peut être à l'échelle d'une MRC, parfois à l'échelle d'une région, mais il faudrait regarder ces enjeux-là. Puis moi, je pense que, et puis Normand l'a très bien dit, là, la force d'un regroupement pour faire du lobbying, puis passer le message aux structures concernées, puis notamment au ministère. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que les motels agricoles soient intégrés dans la démarche du réseau, ne serait-ce que pour faciliter la communication, la complémentarité, puis faire passer le message. Merci. Merci, M. Curé.